On va partir aux États-Unis, justement. On va voir, là, pour le coup, c'est une autre question qu'on va se poser, s'il bluffe Vladimir Poutine. Parce que la Maison-Blanche a beau chercher à calmer l'inquiétude, la bombe est lâchée. La presse américaine, du New York Times au Wall Street Journal, en passant par Newsweek, en fait ses gros titres. Vladimir Poutine chercherait à développer une nouvelle arme nucléaire. Bonjour Héloïse Fayet, merci d'être avec nous. On va en parler justement avec vous. C'est pas n'importe quelle arme nucléaire, c'est une arme nucléaire spatiale. Avant ça, on va se faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé avec Benjamin Cruard. D'où cette information vient-elle? Qui a allumé la mèche, Benjamin? La révélation, ça a commencé avec un communiqué assez mystérieux, assez vague, de Michael Turner, qui est élu républicain pro-aide à l'Ukraine et qui est surtout président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants. Il diffuse donc ce communiqué, et vous allez voir, c'est assez vague, mais c'est aussi assez alarmiste. Il parle d'une grave menace pour la sécurité nationale et il demande au président Biden de déclassifier toutes les informations relatives à cette menace. Mais il ne parle encore ni de la Russie, ni de satellites, ni de nucléaire. Ce sont ensuite les médias américains qui ont activé leurs sources militaires. Et voici ce que déclare donc ABC News. Il s'agit donc de la Russie qui compte placer une arme nucléaire dans l'espace. L'objectif n'est pas de lâcher sur Terre cette arme nucléaire, mais plutôt de l'utiliser contre d'autres satellites et donc faire planer une menace sur les milliers de satellites, qu'ils soient civils ou militaires, qui orbitent autour de la planète Terre. Un responsable à Politico dit qu'il s'agit d'une arme contre laquelle les Américains et les autres pays ne pourraient pas se défendre. Donc voilà l'état des lieux. D'ores et déjà, les regards se tournent vers ce qui s'est passé le 9 février. Lancement par une fusée Soyouz d'un satellite nommé Cosmos 2575, dont l'objectif est resté confidentiel, mais lancé sur demande du ministère de la Défense russe. Donc voilà l'état des lieux. Le système reste en développement, dit CNN, et n'est pas encore en orbite. Autrement dit, s'il y a eu un lancement il y a quelques jours, ce seraient des éléments, mais l'intégralité du système n'est pas encore prêt et en orbite. Et la menace serait plutôt sur le long terme, disent les responsables officiels à CNN. Par ailleurs, ça fait depuis des années que les Russes travaillent sur des systèmes anti-satellites. 3 ordres, missiles, satellites, lasers. Les missiles, au même titre que les Américains ou les Chinois, les Russes ont développé depuis les années 2010 des missiles anti-satellites. Ça, c'est un test qui s'est joué en 2015. De la même manière, les Américains accusent les Russes de développer des satellites tueurs ou des tueurs de satellites qui pourraient exploser à proximité d'autres satellites ou foncer dans d'autres satellites. C'est notamment la crainte qu'il y a eu en octobre dernier quand un satellite russe s'est approché un peu trop près de satellites européens et notamment français. Était-ce de l'espionnage ou était-ce une menace physique pour les satellites? On n'a toujours pas la réponse à cette question. Et puis les Russes développent aussi un système laser. Alors il y en a notamment un qui se trouve dans une base avec des télescopes qui pourrait aveugler les satellites. Voilà pour les développements russes. Pour l'instant, évidemment, les Russes n'ont jamais placé une arme nucléaire en orbite pour la bonne et simple raison qu'ils ont signé en 1967 le traité de l'espace, Outer Space Treaty, arme de destruction massive prohibée en orbite, en tout cas jusqu'à présent. Merci beaucoup Benjamin Cruard. Héloïse Fayet, merci d'être avec nous. Il faut les prendre au sérieux, les Russes. C'est vrai que depuis le début de cette guerre, quand Poutine nous parle de nucléaire, on a tendance à dire il ne fera rien. Mais l'espace, c'est autre chose. Alors tout d'abord, je pense qu'il faut se rappeler du contexte de diffusion de ces informations. Et votre chroniqueur l'a très bien rappelé, c'est un sénateur, enfin un membre du Congrès républicain qui, contrairement à la plupart des membres de son parti, est favorable à l'aide en Ukraine. On peut donc se douter qu'il a aussi révélé une partie de ces informations afin de montrer au peuple américain à quel point la menace russe peut être concrète et des révélations qui ont évidemment embêté le département de la défense américain parce qu'en fait un briefing sur ce sujet était prévu aujourd'hui et donc ce congressman leur a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. En tout cas, effectivement, c'est un projet qu'il faut considérer avec sérieux, même si, pour le moment, les informations que l'on a sont extrêmement floues. Comme cela a été rappelé, cette dimension de spatiale, de nucléaire et de russe n'ont en réalité été montrées que dans la presse. Et toutes les informations qu'on peut avoir, en fait, ne sont pas très claires sur est-ce que c'est un satellite qui fonctionne à l'énergie nucléaire. Ça, c'est tout à fait possible et c'est des projets sur lesquels l'ensemble des pays maîtrisant l'art nucléaire travaillent.
Oui. Ou est-ce que c'est une arme qui permettrait de détruire des satellites à l'aide de petits missiles nucléaires? C'est également possible, mais comme cela a été rappelé, la Russie est encore signataire aujourd'hui du traité sur l'espace qui interdit donc la mise en orbite d'armes nucléaires. Et c'est vrai qu'Héloïse Fayet, il y a pas mal de questions qui se posent. C'est-à-dire que pourquoi ils auraient recours à une arme nucléaire quand on sait qu'il y a des moyens autres pour détruire un satellite? Les Chinois l'avaient déjà fait. Eh ben, très simplement parce qu'on en parle. Regardez, vous faites vous en avez parlé plusieurs fois aujourd'hui sur le plateau de LCI, et la Russie sait très bien que le mot nucléaire fait peur, surtout quand c'est mal compris, surtout quand c'est flou, et donc les Russes peuvent très bien profiter en fait de cet effet un petit peu de terreur que génère tout ce qui touche au nucléaire. Ils sont aussi assez coutumiers d'armes relativement innovantes utilisant le potentiel destructeur des armes nucléaires. On se souvient de toutes ces rumeurs sur des torpilles à l'énergie nucléaire qui auraient aussi une tête nucléaire, mais qui ne sont pour l'instant que des projets. Et puis, quand même, ça permet de faire des explosions beaucoup plus conséquentes que des armes anti-satellites que développent déjà les Chinois. Et donc, ça pourrait potentiellement avoir une utilité, même si, à nouveau, c'est quand même un projet qui, comme ça a été rappelé par les renseignements américains, n'en est qu'à un développement. Et dont on n'a aucune preuve de sa durabilité et même de son existence et des détails qui l'entourent. Mais Héloïse Fayet, est-ce qu'on peut dire raisonnablement que l'espace est également un terrain de guerre, nucléaire ou pas, mais un terrain de guerre? Est-ce qu'il y a des codes à respecter? Vous parliez de signature de la part des Russes. On sait très bien qu'il ne faut pas forcément les croire quand ils disent respecter un traité ou un accord. Mais est-ce qu'au-dessus de nos têtes, alors que l'on parle, ça peut se transformer en un champ de bataille? Bien sûr, l'espace a été très clairement identifié comme un champ de conflictualité actuel, notamment parce qu'il y a beaucoup moins de règlements et de traités qui encadrent la posture des États dans l'espace. Alors, le traité sur l'espace en est un, et il y a des moyens de vérifier si les États le respectent. Et surtout, la Russie n'a aucun intérêt à être le premier pays signataire de ce traité à l'enfreindre. Et c'est notamment pour ça, à mon sens, que l'idée d'armes nucléaires dans l'espace à l'aide de ce nouveau projet n'est pas réaliste, tout simplement parce que s'ils le font, rien n'empêchera ensuite, par exemple, les Chinois de le faire. Et même si Russie et Chine sont relativement proches, les Russes n'ont aucune envie que les Chinois aient les mêmes capacités destructives qu'eux dans l'espace. Mais en revanche, il existe assez peu de normes de comportement dans l'espace. Tout ce qui touche à l'espionnage de satellites par des pays alliés ou par des adversaires n'est pour le moment pas très bien encadré. Et donc, il est très urgent, en fait, que les États se saisissent de ce nouveau champ de conflictualité, donc l'espace, mais aussi d'autres, comme le cyber ou les grands fonds marins. Merci beaucoup, Héloïse Fayet, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Pourquoi pas un jour dans ce 12-15. Il y avait la bande des deux, on pourrait en rajouter un qui adore l'espace et le nucléaire. C'est notre ami Kim Jong-un. Oui, c'est vrai. Il fait partie du trio magique, lui aussi. Il s'entraîne, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est l'accord entre la Russie et la Corée du Nord. Hein. Ce sont les milliers et les milliers d'obus que les Nord-Coréens livrent aux Russes. Et en échange de quoi, les Russes aident les Nord-Coréens pour développer tout ce qui est, pour ce qui est dans l'espace, justement. Donc, c'est l'accord qui a déjà et qui existe déjà. Catherine, on sent qu'il y a une vraie fébrilité. On a vu Jake Sullivan un peu énervé que Michael Turner, qui est cet élu républicain de la commission des renseignements au sein de la Chambre des représentants, s'exprimait en demandant à Joe Biden de déclassifier des documents. Et il y a un briefing qui doit être fait cet après-midi, le fameux Gang of 8 qui comprend 4 sénateurs et 4 républicains. Oui, alors c'est un moment assez crucial aux États-Unis, puisque à la fois il y a ce problème sur le vote de l'aide des 60 milliards à l'Ukraine qui est toujours bloqué pour l'instant. Et puis évidemment, personne n'a oublié qu'on est en pleine campagne présidentielle qui est de plus en plus dure entre Joe Biden et Donald Trump. Donc évidemment, c'est spectaculaire, mais c'est aussi un moyen d'éveiller les consciences et de dire à quel point cette course aux armements est en train de se développer. Donc c'est toujours... Il y a un jeu politique aussi, ouais. Il y a toujours un jeu politique parce que ça peut pousser
comme on le rappelait, ce parlementaire est pour lui l'aide à l'Ukraine. Donc ça peut être aussi un moyen de faire peur d'une certaine manière en disant, voyez, si on n'essaie pas d'aider l'Ukraine tout de suite, voilà jusqu'où ça peut aller. Donc c'est aussi évidemment une démarche politique avec un P majuscule là. Au-delà de ça, comme disait Héloïse Fayet il y a un instant, général, l'espace est un théâtre de guerre. Je sais que les Chinois ont agressé un de nos satellites il y a très peu de temps. Donc oui, on peut faire la guerre au-dessus de nos têtes. Je dirais que l'espace était privilégié en tant que zone pacifique. Avec le traité de 1967, on ne doit pas arsenaliser, comme on dit, l'espace. Le fait est que depuis plus d'une quinzaine d'années, que ce soit des Indiens, des Chinois, des Russes, petit à petit, les uns et les autres testent des armes pour détruire des satellites en l'air. Pourquoi détruire les satellites ? Aujourd'hui, il y en a environ 10 000 dans l'espace. Ils permettent de faire la guerre. Ils permettent le GPS, ils permettent de détecter les départs de missiles, les missiles hypersoniques, de voir le champ de bataille, de faire de l'écoute. Sur les centres de commandement militaire. Ah oui, tout à fait. Tout, on aveugle en quelque sorte son ennemi. Aujourd'hui, sans espace, on serait très démunis. Le temps de la carte papier, même si ça existe encore un peu, a laissé la place plutôt au GPS et à tous les outils électroniques qui vont avec. Maintenant, rappelons-nous aussi que les Américains ont créé un commandement de l'espace, comme pas l'oublier, un commandement militaire, que la France a aussi créé un commandement de l'espace, comme d'autres nations, que l'armée de l'air, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Ça veut dire que dire que l'espace n'est plus une zone de conflictualité potentielle, à défaut de l'être réellement, c'est une erreur. Aujourd'hui, l'arsenalisation de l'espace se fait doucement. Alors effectivement, là, on a encore le jeu du nucléaire avec la rhétorique habituelle. Au bout de 15 jours, 3 semaines, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nucléaire, on nous sort quelque chose. Voilà, très bien. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, le champ de bataille est conduit par l'espace. C'est par là qu'on se renseigne et qu'on dirige les forces. Donc, on ne va pas pouvoir l'éviter. Alors maintenant, est-ce qu'on va toujours respecter les traités ? Et là, c'est la vraie question, parce que depuis le début de cette guerre en Ukraine, mais pas uniquement là, mais surtout en Ukraine, on voit bien que le droit international, il reste un petit peu aux oubliettes et qu'on est en train de le transformer par les faits. Bafoué même, non ? Pas ? Bafoué ? Peut-être aussi. Peut-être aussi, on est d'accord.